Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir, dont les grands points sont les suivants. Le Premier ministre, connu depuis vendredi, il s'agit de Maître Apollinaire Kilem de Tambela. Quel exécutif pour répondre aux diverses préoccupations des Burkinabés? Nous échangerons sur la question dans quelques instants. Et puis le saut d'une gouvernance sécuritaire inclusive et participative, analyse des dynamiques entre les acteurs du secteur de la sécurité dans les régions de la boucle du Moun, du centre-nord, de l'Est et du Sahel. Nous nous intéresserons au rapport produit par Interpeace, Organisation internationale pour la consolidation de la paix, avec Cheikh Faisal Traoré, le représentant pays. Et enfin, sport. La mauvaise nouvelle est tombée aujourd'hui. Noufou Ouedraogo est décédé ce 23 octobre 2022. Noufou Ouedraogo a été le président de l'association sportive du Faso Yenega, Asfa Yenega, et de l'Union nationale des supporters des îles Talons UNSE. Il a également été l'une des figures de proue de la création du centre de formation Naba Kango de Waïguia. On reviendra sur cette vie ô combien riche. C'est l'essentiel de ce que vous aurez comme déroulé pour le JDS, journal dimanche au soir, et faire rappeler aussi que nous sommes bientôt dans le mois du consommant burkinabé. On va marquer une halte pour nous intéresser à ce mois de la promotion de ce que nous avons comme richesse dans plusieurs domaines. Nous commençons par la première des rubriques, c'est celle politique. La semaine aura été marquée par la prestation de serment du capitaine Ibrahim Traoré en qualité de président de la transition. C'était vendredi sur le cours de 10 heures. Ce qui était attendu, c'était bien son discours. Il a décidé de ne pas en faire de préparer, mais de parler avec ses propres mots du fond de son cœur. Dans la foulée du même vendredi, le nom du Premier ministre a été dévoilé dans la soirée, pour être plus précis. Maître Apollinaire Kilem de Tambela, bien connu pour être à la fois chroniqueur média. La première certitude est que c'est un sankariste dans l'âme qui vient d'être porté à la tête du gouvernement. Avocat au barreau du Burkina Faso, Maître Apollinaire Kilem est titulaire d'un doctorat en droit de l'Université de Nice en France, obtenu en 1986. Il a été chargé d'enseignement à l'Université de Ouagadougou et à l'École nationale d'administration et de magistrature en 2007. Il a à charge de former un gouvernement qui ne doit pas excéder 25 membres selon la charte. Et lui-même dira dans une récente interview que 25 c'est trop. Nous échangeons sur ce nouvel exécutif et ce qu'il faut pour le Burkina et sa réalité d'aujourd'hui avec Mamadou Kabri, qui est notre invité, président du Prix de l'Anaya. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir monsieur Geoffroy. C'est un plaisir de vous recevoir sur ces questions-là. D'abord, première réaction, je disais il y avait quand même deux actualités qui ont eu à nous marquer, c'est la prestation de serment du président et puis son discours qui était très attendu et puis le nom du Premier ministre qui est sorti très rapidement le soir même. Sur le discours du président, un mot lors de la prestation de serment. Merci, je l'ai suivi, il a pris environ 12 minutes et je pourrais dire que j'ai retrouvé quand même quelques marques là-dedans, dans la mesure où il a certainement dévoilé des choses pour lesquelles les gens ne voulaient pas qu'on en parle. Je me rappelle avoir dit plusieurs fois qu'aucun militaire depuis Napoléon n'est formé à une guerre conventionnelle où on se retrouve face à face. Donc parler de guerre asymétrique là, c'est des bobards parce qu'on ne veut pas justement faire la guerre. Donc il a dénoncé cet aspect, il a parlé de la capacité intrinsèque et extrinsèque des militaires à pouvoir régler la question. Et donc je me suis retrouvé dans le discours et je pense que s'il a les coudées franches avec toute la nation, on pourra en tout cas relayer ça aux oubliettes, la question de l'insécurité au Burkina Faso. D'accord. Et puis, très tôt le soir, ça veut dire que on attendait le nom d'un Premier ministre, c'était ainsi dirait que ça allait se faire un peu après, mais le soir, on a eu le nom donc qui est tombé. Apollinaire Kilem de Tambela, tout à l'heure, je faisais un peu son portrait. Il est connu des Burkinabés parce qu'il a été chroniqueur média et aussi il a animé même des émissions sur certaines chaînes de télé, d'où on le recevait aussi ici de temps en temps. Votre réaction première lorsque vous avez entendu le nom? Bon, j'ai animé par 2 fois des émissions avec lui, mais moi je ne le connaissais pas personnellement, pour dire que je n'ai pas de relation personnelle. Mais de ce monsieur, je pense qu'il a la carrure, l'envergure et la stature pour être Premier ministre. Pour la simple raison que moi, étant communiste avec ma philosophie marxiste-léniniste,
on dit que toute chose a son contraire. Il est capable du bien, il est capable du mauvais. Et comme on l'a pris sous l'angle du bien qu'il est censé venir faire, je pense que les uns et les autres, et avec la bonne volonté, il pourra ne pas, à l'épreuve du pouvoir et de l'argent, changer de face, mais rester tel qu'il est. Donc, je ne peux pas dire grand-chose en dehors de ce fait qu'il a déjà marqué ses positions, mais ce que peut-être je le conseillerais, c'est d'être moins austère. Parce qu'il est très austère et en matière de politique, en matière de gestion des hommes, je pense qu'il y a lieu d'être un peu souple par rapport à certaines positions, surtout les positions économiques. Il est très austère. Bon, on ne l'a pas encore vu pratiquer sur des fonctions comme celle du Premier ministre. Peut-être que vous avez des éléments pour le dire. Pourquoi vous dites qu'il est austère, très austère? Oui, non, indépendamment de son physique, si on regarde à travers ses opinions, il n'est pas d'avis pour qu'on donne, j'allais dire, des salaires qui sont faramineux. Mais je pense aussi qu'il n'y a pas lieu d'envisager des salaires de misère. On va revenir sur ces petits points-là parce qu'il a déjà donné le là de ce qui est de sa vision à travers une interview récente, je le disais tout à l'heure. Vous avez parlé de sa qualité. Mais pour vous, quel exécutif il vaut aujourd'hui pour ce Burkina et la réalité dans laquelle nous sommes? Je dirais que, pour ne pas paraphraser ZS, je dirais que c'est comme une mobilette, on a besoin du tout, du mélange pour pouvoir marcher. Il ne faut pas qu'on mette tout l'accent sur la guerre, il n'y a pas que la guerre à faire, mais il y a bien d'autres guerres à faire, la guerre du développement, il y a aussi même la guerre de la diplomatie, parce que si on sait ce qu'on a entendu avec les organisations internationales pour commander des armes, on peut mettre facilement 6 mois avant d'avoir l'agrément, et on va mettre 6 mois pour vous fabriquer ces armes-là. Il faut de la diplomatie pour pouvoir accélérer, comme disait le président Ibrahim Traoré lui-même, tout est urgent, il faut aller vite. Il faut également faire la guerre du développement. La question sanitaire est là, la question de l'éducation est là. Donc on ne peut pas tout dire qu'on range tout dans la guerre. Et à titre d'exemple, l'Iran et l'Irak qui sont rentrés en guerre de 80 à 1988, il n'y avait pas que la guerre qu'ils faisaient. Il faisait aussi du développement, avec surtout le développement dans le secteur pétrolier. Donc, je pense qu'il faut savoir faire un savant dosage pour intégrer beaucoup d'autres éléments au niveau de la nation burkinabé et non pas tout focaliser sur la guerre, au risque de terminer la guerre et se retrouver totalement dénudé, totalement à reprendre à zéro certains secteurs. Cabré, je disais tout à l'heure, on a quelques brides de ce qu'est la vision du Premier ministre. Il a dit, il a échangé déjà avec le chef de l'État et il a rassuré déjà dans une interview récente qu'il n'aura pas les 25 minutes, c'est déjà un peu trop pour lui. Vous êtes un peu d'avis? Bon, je pense que moi-même sur la question, pour ceux qui me connaissent, je trouve que 25 minutes c'est assez réducteur. Parce qu'au regard de certains secteurs, on pourrait aller au-delà. Parce que ça, c'est une injonction des OSCE sous la transition première. Et je pense que ça ne tient pas compte de la réalité. Le Burkina n'est pas assez pauvre pour ne pas avoir des ministres qui répondent à des secteurs bien précis pour le faire. Maintenant, s'il lui dit que 25 minutes pour lui, c'est trop, je pense aussi qu'il ne commence pas tout à fait conformément à la volonté populaire. Parce que c'est sorti des assises. Vous étiez aux assises, ça je le rappelle. Vous étiez aux dernières assises. J'étais aux assises et que je lui rappelle que quand même, c'est comme un engagement pris et il a en quelque sorte l'obligation de respecter le quota. Ouais. Attention, les assises disent qu'on ne doit pas excéder le nombre de 25. On ne dit pas qu'on doit avoir 25 ministres. Oui, ça veut dire qu'on peut en avoir moins. Donc l'esprit, il le respecte tant qu'il ne dépasse pas 25 ministres. Tant qu'il ne dépasse pas 25, mais quand on regarde par rapport à un certain nombre de choses, vous n'êtes pas sans savoir que la question du pouvoir est une question d'apaisement de crise. Oui, mais quand à partir du moment où vous dites que s'il n'a pas les 25 ministres, il n'est pas dans l'esprit de la charte, j'ai dit non. Non, ça on peut épiloguer là-dessus, mais comme vous le savez, la question des 25 là, en fait, si on dit c'est le plafond, mais on n'a pas dit aussi qu'on peut faire le minimum. Monsieur Cabré, dites-nous, parce que il y a des éléments qu'on veut savoir. Nous, on n'est pas dans le cœur des choses. Vous étiez aux assises, vous êtes un parti politique. Je pense que vous êtes encore dans l'ex-CFOP. Nous, on aurait appris qu'il y a un genre d'ouverture qui est voulu, qu'il y a un quota qui est donné. Il y a même des coefficients qui ont été donnés. Et tout. On a vu ça circuler. Vous êtes un peu proche des choses. Je ne sais pas au secret des choses. Oui, mais je veux dire, mais si vous êtes parti politique et qu'il y a des quotas, peut-être que vous avez entendu parler, puisque j'ai entendu parler. Ça devrait vous être soumis dans tous les cas. Oui, mais pour le moment, c'est faux.
Pour le moment, je ne peux rien dire parce qu'il n'y a pas eu cette rencontre-là qui a statué sur la question. Sinon, j'ai effectivement appris 5 pour les 3 entités, la PMP, l'ex-CFOP et l'armée, et avec des répartitions pour d'autres partis politiques. Mais dans tous les cas de figure, le fait d'être inclusif dans ce gouvernement et le fait de donner, j'allais dire, la part belle aux politiques, c'est de bonne loi. Parce qu'il aurait fallu ça pour que justement on puisse ensemble démarrer et partir. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, l'agitation et l'excitation qu'on est en train de faire autour là, sans les partis politiques, on va droit au mur. Il a dit, nous allons baisser les salaires du président et des membres du gouvernement. Le président est d'accord et moi aussi. Je lui souhaite bon vent, mais je pense que ce n'est pas... On peut le baisser, mais pas de façon drastique. Parce que quoi que vous dites, la personnalité, le personnage de ministre ou de président, il y a quand même un seuil à respecter. Je me rappelle au moment de la transition, quelqu'un m'a présenté à un compatriote vivant en Côte d'Ivoire que j'étais député, il a dit non, que ce n'est pas possible. On lui a dit effectivement, je me suis présenté, il a dit non, parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas avoir un député qui a une façon de faire qui vit dans le misérabilisme. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Burkina. Oui, mais tout compte fait, on n'a pas dit d'avoir le même salaire, mais à un minimum. Et comme l'avait dit Bado Laurent dans les années 80 à ses élèves, il dit que si lui il est le président du Faso, il toucherait le salaire le plus élevé. Les élèves ont crié, ils ont dit mais vous êtes des idiots. Il veut dire que le fonctionnaire le plus mieux payé, s'il a 600 000, lui il a 610 000. Parce qu'il ne peut pas être le plus intelligent en train de travailler et se retrouver à être payé moins que celui que même qu'il emploie. Moi, je pense aussi que cette logique-là peut prévaloir. Donc, c'est le plus intelligent qu'on nomme. Ah non, lui, il a dit ça. Mais je prends l'exemple pour dire qu'en tant que président ou premier ministre ou membre du gouvernement, c'est quand même l'exécutif. On ne peut pas avoir des salaires de misère. Mais qu'est-ce que vous faites alors de cette volonté, en tout cas en termes d'impression populaire qu'on a eue sur la question de salaire, lorsqu'il y a eu ces récentes augmentations, ça a été l'une des décisions les plus dépréciées. Oui, ces augmentations étaient de trop. Mais descendre les salaires pour les ajuster au moment où Thomas Sankara était au pouvoir ou bien sous le Front populaire, je pense que ce n'est pas raison gardée. Et donc, si on tient compte de ce qui était donné, par exemple, sous le président Roch Kabore, je pense que ce n'est pas négatif en soi. Mais ce que M. Damiba a fait en augmentant les salaires au-delà du 1,5 million, en passant autour de 2 millions, 2 200 000, là aussi, c'était vraiment payer des gens pour des sinécures. Bon, moi je suis un peu surpris pour quelqu'un qui a participé aux assises, d'autant plus que vous décidez de la non-rémunération, par exemple, des députés. Et puis, dans la logique des choses, vous ne voulez pas qu'on revoie les salaires de ceux de l'exécutif ou même du président. C'est pas illogique? Je ne voudrais pas me dédier, mais je pense que les assises, là, c'était, j'allais dire, je ne dirais pas un fourre-tout, mais on s'est réunis à plus de 300 et on n'avait pas le temps de parole. Parce que moi, je ne suis pas sur le principe de dire que les gens font un travail de bénévolat en tant que député à l'Assemblée nationale. Je prends un exemple terre à terre. Moi, je suis journaliste à la RTB. Si je suis à l'ALT ou à je ne sais quoi, ça veut dire que la RTB continue de me payer et je vais encore prendre mes frais de session de l'autre côté. Pourtant, je n'aurai pas le temps pour consacrer même 1/10 de mon temps mensuellement à la RTB. Qu'est-ce qu'on fait? Si on doit mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, on trouve un barème et on loge les gens. Ça, c'est des questions d'opinion. Moi, je pense que la question de la rue, là, c'est bien vrai que ce sont des acteurs qui participent à l'orientation de la vie nationale. Mais on ne doit pas en faire, j'allais dire, un levier pour dire, on se base sur ça pour dire, non, c'est les gens de la rue qui ont dit ça, ils sont d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. D'accord. Et il dit aussi, on ne peut pas développer le Burkina Faso en dehors de la ligne tracée par Thomas Sankara. C'est une boussole pour beaucoup de Burkinabés. Ça vous rassure? Ça suscite des craintes chez vous? Non, chez moi, il n'y a aucun doute parce que depuis le 16 octobre 1987, j'ai dit que je prends faire cause pour Thomas Sankara qui a été assassiné. Je suis resté sur cette ligne. Mais il y a bien des gens qui ont dit qu'ils vont faire et qui n'ont pas pu faire. Il y a bien des gens qui ont dit qu'ils sont sankaristes, mais à l'épreuve, ils sont devenus autre chose. Donc, je l'encourage à rester droit sur cette position. Mais moi, en tant que sankariste, je ne peux que l'accompagner du mieux que je peux si je suis sollicité. Pas dans le gouvernement forcément, si je suis sollicité en tant que sankariste. Mais ça ressemble à un message que vous êtes en train d'envoyer. Non, quand je dis ça, parce que tout compte fait, c'est comme disait Samben Ousmane,
La honte du pays, c'est la honte de toutes les cases réunies du Sénégal. Donc s'il se dit sankariste et qu'il échoue, c'est la honte de l'ensemble des 12 partis sankaristes que je connais au Burkina Faso. Bon, on peut apporter sa pierre sans nomination. J'ai dit ça sans être consulté. C'est pas une obligation. Mais de toute façon aussi, il n'y a pas à rougir quand on dit qu'on peut être là-dedans. Parce que prétendre vouloir faire quelque chose, déjà pour un parti politique, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de mauvais, dans la mesure où il est créé pour la conquête et la gestion du pouvoir. Si on peut conquérir ce pouvoir-là par des clins d'œil, tant mieux. Si on peut le conquérir aussi par les urnes, c'est comme ça. D'accord. Et la question des partenaires, je pense que c'est un élément qui est revenu sur la table, oui. D'autant plus qu'avec le passage du MPSR 1 au MPSR 2, on a vu un peu les manifestations qu'il y avait dehors, à peine voilées. C'était l'envie marquée pour certains qu'il y ait de façon accrue un rapprochement avec certains pays. Et là-dessus, il a dit peu importe le partenaire avec lequel nous allons travailler, il devra nous respecter. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'il a ressortis par rapport à cela. Est-ce qu'il ne risque pas d'avoir une rue qui risque de déchanter sur la question pour vous? Bon, je ne pense pas en tant que tel, parce que si la France même elle est constante, elle a dit qu'au Mali, pas question d'avoir un autre partenaire parce qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Mais sinon, on va prendre un autre partenaire et qu'ils sont constants, sauf s'ils disent que les latitudes ont changé, eux aussi devraient dire qu'ils ne peuvent pas s'accommoder avec un autre partenaire. Il rappelle que la Russie est déjà partenaire au Burkina depuis plusieurs années. Oui, depuis plusieurs années. Voilà, donc nous c'est avons eu l'occasion même de faire des cours de russe avec le centre culturel russe au Burkina Faso. Mais je dis et je répète, comme je l'ai dit autour du 31 janvier, c'est une autre chaîne, je pense qu'on a beaucoup plus besoin de matériel venant d'ailleurs que d'hommes combattants venant d'ailleurs. Donc si on dit la Russie et qu'il faut voir les Russes venir nous dire ici Strasbourg ou bien Tavariche, ça c'est les gens qui auront fait leur option. Mais moi je dis et je répète, si on met notre armée en place, si on a les équipements, on a également nos Dozo, nos Korlogogo et la milice traditionnelle des empereurs, je pense qu'on peut arriver au bout de ce terrorisme-là. Maintenant, prendre d'autres personnes pour venir combattre à notre place, je ne dirais pas que nous les journalistes pour des matchs de retransmission, on va faire appel à d'autres personnes, mais je dis, c'est comme si on payait les militaires, on les formait à ne jamais combattre. Et il y a un autre élément, on sait que les dernières augmentations de carburant avec ce qu'on a comme effet boule de neige après sur le niveau général des prix, ça n'a pas été du goût des Burkinabés. Et sur la question, il dit nous verrons comment diminuer le prix du carburant, car quand le carburant flambe, tout augmente. C'est un vœu pieux, mais est-ce que là-dessus, un Burkina qui n'est pas producteur de pétrole, pour un pays qui est en guerre, c'est sortir encore de sa poche et puis alléger le consommateur? C'est de ça qu'il s'agit, c'est la subvention. Oui. Est-ce qu'on est capable? Oui, on est capable, parce que si on regarde même le coût du pétrole, on peut vendre le pétrole là, l'essence ici, moins cher. Parce que si on vous sort la structure des prix du carburant qui est vendu ici, vous voyez qu'il y a des fausses taxes là-dedans. On nous a parlé de la taxe unique sur les produits pétroliers type, mais il y a beaucoup d'autres taxes qui sont là-dedans. Et il y a certaines taxes même, parce que je sais, qui allaient à des personnalités de notre République là, directement. Pourtant, ils ne sont pas des pétroliers, ils ne vendent pas du pétrole. Donc, si on nous sort la structure des prix, comment on peut aller acheter au niveau de la mer, après l'appel à candidature pour livrer du pétrole, on peut acheter le pétrole au niveau de la haute mer. Les gens viennent au niveau du port et le litre fait moins de 300 francs. Et il arrive ici, il fait 715 francs. Donc, il y a un problème. La structure des prix pose problème. Et il faut connaître ça pour dire justement, on fait des réductions à ce niveau. Mais la structure des prix, elle est connue. Hein. La structure des prix, elle est connue. Vous tapez partout, vous allez voir. C'est vrai qu'il y a une taxe que beaucoup ne comprennent pas parce qu'ils ne le retrouvent pas dans certains pays, mais il n'en demeure pas moins que quand on voit le prix à la pompe au Burkina, il est moins élevé que certains autres qui sont dans nos réalités. Donc ça veut dire que dans les proportions, il y a quand même un effort qui est fait. Il y a une grosse subvention aussi de l'État dans cette situation du prix-là. Et on sait, voilà pourquoi je posais la première question tout à l'heure. Quand on parle du prix du carburant, il y a deux éléments qui sont majeurs. C'est le prix du baril et puis c'est le coût du dollar. Les deux aujourd'hui sont en hausse. Et dire aujourd'hui qu'on va travailler à une baisse, ça veut dire que c'est l'État qui va faire plus d'efforts. Il n'y a pas autre chose. Oui, mais je vais vous dire que, M. Vaha, les produits pétroliers, c'est une entreprise dans tous les pays, au profit de l'État. Donc si l'État veut certaines recettes, il ne fait que jouer sur la mallette des prix.
Et donc ces prix-là, si on décide de les clarifier, ce qui rentre et qui doit être payé, c'est ça on paye, mais ça ne va pas dans la poche de personne. Je pense qu'en ce moment-là, les prix peuvent être réduits. Et il n'est pas interdit, parce que c'est avec les institutions de Bretton Woods qu'on est venu nous dire qu'il faut supprimer la caisse générale de péréquation. Donc il n'y avait plus de péréquation, il n'y a plus de régulation. Mais les autres pays en ont, même les pays les plus capitalistes. Pourquoi nous n'en allons pas avoir pour nous? De telle sorte que nous puissions amortir certains chocs à l'augmentation du prix du baril sur le cours mondial. Mais on peut le faire. Donc il y a toute une possibilité et je pense que ce n'est pas impossible que ce soit la fluctuation du dollar ou d'autres monnaies. Et du reste, si on arrive à mettre l'écho au niveau de l'Afrique de l'Ouest, comme l'avait dit le président Roch, c'est une monnaie arrimée à toutes les monnaies et qui peut être interchangeable. Ce n'est plus l'euro, ce n'est plus rien, mais ce sont des ressources avec d'autres ressources comme les yens, comme le franc danois, la couronne danoise ou bien le dollar ou le sterling. Donc en ce moment, on pourra jouer sur la fluctuation et puis ne pas avoir des prix excessifs qu'on n'arrive pas à comprendre. Merci bien, Mamadou Cabré. Merci d'être passé. Et c'est moi qui vous remercie. On a été heureux donc, de voir votre lecture à travers ce prisme-là qui est le vôtre. Vous êtes Mamadou Cabré, président du prix de la Nadia. Encore merci. Merci. Ceci dit, on va continuer toujours dans la même frange. Cette fois-ci avec toujours le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a échangé hier avec la chaîne de commandement militaire. Il est revenu sur les raisons qui ont conduit aux événements des 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022, avant de dérouler sa vision et exposer sa nouvelle stratégie pour une lutte efficace contre le terrorisme. Le capitaine Ibrahim Traoré a aussi donné de nouvelles orientations sur les actions à mener sur le terrain de la lutte. La chaîne de commandement a été invitée à l'union et à plus de détermination afin qu'ensemble les forces armées nationales, c'est-à-dire puissent donc dans toutes leurs composantes réussir leur mission. La chaîne de commandement a assuré le président de la transition de sa disponibilité et s'est engagé à accompagner le président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour une reconquête de l'intégrité du territoire national, le retour définitif de la paix au Burkina Faso et de la cohésion nationale. Ceci dit, nous allons passer à une toute autre actualité et cette fois c'est avec Interpeace, organisation internationale pour la consolidation de la paix, qui a initié le projet Améliorer la prévention des conflits et la gouvernance sécuritaire locale dans les régions de la boucle du Mohoun, du centre-nord, de l'Est et du Sahel au Burkina Faso. Ce projet est mis en œuvre en collaboration avec le ministère de la Sécurité, évidemment avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Il a permis d'analyser les dynamiques entre les acteurs, les obstacles et les opportunités pour l'amélioration de la gestion de la sécurité, la prévention des conflits et la protection des populations en collaboration avec les acteurs sécuritaires et les communautés locales. Les résultats de cette analyse ont été présentés. Cela est contenu dans un rapport qui est au cœur de l'échange que nous allons mener actuellement avec Cheikh Faisal Traoré, qui est le représentant pays de Interpeace. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Oui, c'est un plaisir de vous recevoir. J'ai rappelé un peu le projet en lui-même, son objectif, le contexte, on le connaît, c'est celui de cette crise sécuritaire qui nous met dans une situation quand même assez sensible. Vous avez analysé la relation entre les forces de défense, de sécurité, les autres acteurs de sécurité, on sait VDP, donc les initiatives locales de sécurité, les organisations non étatiques aussi, comme internationales, et les populations qui sont les destinataires, quoi qu'on dise, de tout ce qui est mis en branle. Quelle a été justement la démarche dans ces différentes régions-là pour obtenir ces résultats? Alors, disons que la démarche d'Interpeace est une démarche assez inclusive, qui consiste à discuter avec l'ensemble des acteurs. Et donc, pour cette analyse de manière précise, nous avons eu deux approches. La première qualitative, à travers des focus groups, des entretiens individuels, des rencontres bilatérales avec certains acteurs, mais aussi une dimension quantitative où nous avons eu l'INSD,
et l'Institut international CIT qui nous ont accompagnés avec un outil qu'on appelle SCORE qui aide à mesurer la résilience des communautés face à différents phénomènes. Et donc nous avons fait ce travail-là autour de ces localités avec environ 2500 personnes qui ont participé au processus, qui ont donné leur point de vue sur les 5 régions qui ont été touchées. Et comme vous l'avez si bien dit, nous avons eu une diversité d'acteurs justement qui ont été approchés, les FDS, les populations, les organisations internationales, les organisations de la société civile également qui agissent au niveau local, les initiatives locales de sécurité ont été également consultés pour avoir leur point de vue et développer une compréhension suffisamment nuancée et partagée des relations entre les différents acteurs. D'accord. Donc, on va dire 3000 personnes en gros qui ont été touchées. Et dans une dynamique clé qui était d'identifier les rapports qu'il y a d'abord entre ces forces-là et puis la collaboration avec notamment les populations. Moi, je vais venir sur certains points puis vous allez un peu nous expliquer. Vous dites que l'analyse met en exergue le fait que les interactions entre ces acteurs ne sont pas suffisamment intégrées, avec des rapports difficiles pouvant conduire à une impossibilité même de collaborer. Expliquez-nous comment. Alors, disons que nous avons constaté sur le terrain, et les populations le ressentent parce qu'elles l'ont clairement exprimé à plusieurs endroits, elles ressentent une difficile collaboration à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, il est important de souligner qu'il y a une multitude d'acteurs qui interviennent aujourd'hui sur les questions de sécurité, de cohésion sociale et tout cela. C'est peut-être un effet aujourd'hui, je ne dirais pas de mots, mais c'est un appel parce que tout le monde a envie d'apporter sa contribution. Mais tout le monde n'a pas l'expertise pour agir sur ces questions-là. Et cela crée souvent des biais, des hiatus assez importants. Et donc, les communautés ont constaté que les acteurs qui travaillent sur ces différentes questions n'interagissent pas suffisamment assez. D'abord, les acteurs sécuritaires eux-mêmes, notamment les FDS, on a constaté, et nous l'avons entendu même de certains FDS, qu'il y a une collaboration difficile entre les FDS, entre les différents corps des forces de défense de sécurité. Et cela crée naturellement des difficultés de collaboration. Lorsqu'on ne peut pas se parler convenablement, on a du mal à agir ensemble sur le terrain. Il y a également des difficultés de collaboration entre les FDS et les supplétifs, notamment les VDP, qui sont censés accompagner justement ces acteurs-là. On a entendu certains VDP nous dire clairement, nous avons le sentiment qu'on nous envoie en première ligne sans l'accompagnement nécessaire, qu'on ne nous soutient pas véritablement. Et certains n'ont pas hésité à nous dire qu'à certains moments, ils ont le sentiment que l'État les pousse à la faute. C'est-à-dire que les FDS, au lieu de les encadrer, de les aider à bien avancer, finalement, on les laisse aller dans des erreurs pour les sanctionner après. Et donc, tout cela rend difficile la capacité des différents acteurs à collaborer. Mais également, il y a le lien entre ces acteurs-là et les populations, qui, elles, souhaitent être tout simplement protégées, souhaitent être en sécurité, mais ne le sentent pas forcément. Certaines n'ont pas hésité à nous dire qu'il y a, pour elles, elles sont même souvent plus en sécurité avec les groupes armés plutôt qu'avec les forces de défense de sécurité et les VDP. Et dans ce contexte-là, naturellement, on a une méfiance suffisamment développée, très exacerbée souvent, entre les communautés et les différentes forces, et naturellement, on ne peut pas collaborer dans ces conditions-là. On a des rivalités suffisamment fortes également entre les différents corps des FDS qui ne facilitent pas le partage d'informations et naturellement l'action en synergie sur le terrain. Et donc, c'est des choses que nous avons constatées sur le terrain. Justement, puisque vous travaillez même avec ces FDS là qui facilite aussi ce que vous faites, puisque eux aussi sont des acteurs, donc un peu jugés à travers la perception que les populations ont de ce qu'ils font. Eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils disent de ces rapports difficiles déjà entre eux, peut-être entre eux et certaines autres périphériques, on peut se dire bon, c'est pas le même corps, il y a un peu, mais entre eux, comment ça s'explique? Alors, disons que nous avons eu effectivement la chance d'avoir leur collaboration parce qu'il faut aussi le rappeler, l'enquête de perception que nous avons conduite sur les prestations de sécurité a été même demandée par le ministère de la Sécurité qui voulait savoir exactement ce que les communautés pensent des services qui sont rendus sur le terrain. Et à ce moment-là, ils n'ont pas hésité à collaborer. C'était pour nous également très important. Ce qui ressort de l'avis des FDS sur ces questions, c'est deux choses. La première, c'est une question en général de texte.
Certains estiment que les textes ne sont pas suffisamment clairs, ne répartissent pas suffisamment les responsabilités de chacun en fonction de la circonstance particulière dans laquelle on est. Autrement, les textes sont assez clairs lorsqu'on est en situation normale. Chacun sait plus ou moins ce qu'il a à faire. C'est police, gendarmerie, militaire. Gendarmerie, les eaux et forêts, chacun sait plus ou moins ce qu'il a à faire en temps normal. Mais on n'a pas suffisamment adapté les textes aujourd'hui à la nouvelle réalité. Parce que tout le monde est invité à agir, tout le monde est invité à faire quelque chose, à quel degré. Et finalement, on a le sentiment qu'on se mâche effectivement sur les pieds et tout cela. Mais le deuxième élément qui est ressorti, c'est une question d'hommes. Ils estiment tout simplement qu'il y a un certain management à mettre en place parce qu'une certaine, la hiérarchie souvent n'arrive pas à faire respecter ce qui doit être fait. Et à ce moment-là, c'est vraiment des hommes qui ne mettent pas en œuvre suffisamment les politiques qui sont définies et cela crée justement des difficultés sur le terrain de manière opérationnelle. On a des exemples assez intéressants où on a des collaborations qui se passent bien. Mais malheureusement, on a beaucoup de situations où ce n'est pas forcément le cas. On a même des conflits ouverts souvent entre les différents corps de FDS et ça, c'est pas de nature à assurer les communautés et à faire de la collaboration et l'impact sur le terrain. Justement, vous dites des populations consultées dans les 4 régions, certains ont affirmé qu'il existe une crise de confiance justement à l'égard de l'État et des questionnements sur la gestion de la sécurité qui ne les rassurent pas. Vous en avez énuméré certains, mais la crise de confiance à l'égard de l'État, là, ça commence comment? Et puis aujourd'hui, dans certaines parties de ces 4 régions-là, où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est vraiment exacerbé à tel point qu'il y a quelque chose de cassé? Parce qu'on a tous peur qu'à un moment donné, un Burkinabé se sente moins à l'aise quand il est avec ce qui est le symbole de la patrie. Non, disons qu'il y a diverses situations. D'accord. Nous avons entendu même des communautés nous dire on ne se sent pas partie du Burkina. On ne se sent pas, on ne se sent pas là. On ne connaît pas les FDS. Lorsqu'on rencontre un FDS, en général, c'est pour un racket, c'est pour une situation difficile et tout cela. Donc ça, c'est pas de nature à créer le climat de confiance. Et comme je l'ai dit, certaines communautés nous ont dit qu'elles préfèrent aller à des centres de santé, par exemple, qui sont dans des zones sous contrôle des groupes armés, plutôt que d'aller, et souvent loin, à 20 km de chez elles, plutôt que d'aller à 5 km de chez elles, dans des centres de santé qui sont sous contrôle, par exemple des VDP. Et ça, c'est pas de nature, effectivement, à créer le climat de confiance. Il faut également dire qu'au-delà de la question sécuritaire, parce que dans certains cas, le premier visage, et souvent le seul visage de l'État que les communautés ont, ce sont les forces de défense de sécurité. Cela arrive dans certaines circonstances, parce que l'État n'est pas suffisamment déployé sur le terrain. Et cela également est un autre problème. Parce que l'État, lorsqu'on appartient à un État, on est censé bénéficier des services sociaux de base, au moins de cet État-là. Et lorsqu'on n'a pas ça, et qu'on a seulement plus ou moins le visage répressif de l'État en face de soi, ça devient compliqué. Et même, certaines communautés nous disent également, les services de l'État, autre que la sécurité, sont mal dispensés, sont tout simplement mal délivrés. Et cela ne crée pas, on ne croit plus finalement à cet État-là qui est là pour nous accompagner. Et donc cela réjaillit naturellement sur la question de la confiance vis-à-vis des forces de défense de sécurité. Mais il y a aussi la grande question de la gouvernance de manière générale. L'étude que nous avons faite a permis de générer un certain nombre d'indicateurs qui nous disent que le sentiment de sécurité des communautés est souvent lié à l'attitude des hommes politiques et également lié souvent à l'attitude tout simplement de la gouvernance administrative de manière globale dans la localité. Donc, tout cela doit être mis ensemble. C'est pourquoi nous insistons sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'agir sur la dimension sécuritaire en renforçant la présence de l'État seulement de ce point de vue-là, mais d'avoir une dynamique beaucoup plus holistique qui permette effectivement d'apporter aux populations la sérénité, la certitude qu'elles sont bien accompagnées et bien comprises par l'État qui doit les protéger. Il y a un élément qui m'a quand même fait me poser une question. Vous dites la création du COTN, le commandement des opérations du théâtre national, par les nouvelles autorités, a sonné comme un signal positif. On parle bien des zones qui sont la boucle du Mou, le centre nord, l'est et le Sahel. Qu'est-ce qui a créé chez eux ce sentiment-là d'optimisme
relativement au côté N? Disons que le côté N répond à une préoccupation souvent posée par les forces de défense de sécurité, mais aussi par les communautés elles-mêmes. On n'a pas un cadre finalement fédérateur qui permette à toutes les forces qui combattent aujourd'hui d'être plus ou moins en synergie. Donc le côté N semble être cet espace où finalement on a un commandement unique pour une démarche collégiale. C'est censé être cela, et en principe on doit pouvoir mieux intégrer les différents acteurs en fonction de leur spécificité dans l'action sur le terrain. Parce qu'après, il ne s'agit pas d'avoir un espace où finalement le policier fait ce que le militaire doit faire. On doit arriver à faire en sorte que chacun, dans son rôle, puisse effectivement jouer le rôle qui est le sien. De la même manière, les VDP également sont censés être suffisamment impliqués dans le cadre du côté N, et c'est pourquoi les communautés estiment que c'est déjà un premier départ pour renforcer la dynamique de collaboration, parce que tant qu'on ne collabore pas, tant qu'on n'agit pas ensemble, quelqu'un l'a dit, tant que les rivalités continuent à être les choses les plus fortes, naturellement, une armée divisée, on ne remporte pas forcément une guerre. D'accord. Vous énumérez les obstacles. Bon, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Je vais aller directement aux recommandations. Parmi les premières, vous mettez un doigt sur ce qui est beaucoup aussi ressorti, c'est les infrastructures. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des localités qui se sentent coupées du reste, et ça, ils vivent mal. Oui, déjà il faut aussi reconnaître une chose qui de notre point de vue est importante. C'est vrai qu'il y a des griefs assez importants à l'endroit des forces de défense de sécurité et tout cela, mais il est important de noter quand même qu'elles restent les forces préférées des populations, parce qu'on a vite entendu les communautés, lorsqu'on a fait le travail, sur une échelle de 10, environ 8,4 de la population a encore confiance justement à ces forces-là, et donc c'est déjà un signal positif. Ensuite, oui, les questions des infrastructures sont importantes, parce que c'est ce qui renforce le sentiment d'appartenance ou non, justement, à un État. Lorsque on n'a pas les services sociaux de base, comme on l'a dit, lorsqu'on n'a pas l'accès même à des localités, lorsqu'on a le sentiment que tout va ailleurs et ne vient pas chez nous, naturellement, on a des difficultés. Et les jeunes, par exemple, ont beaucoup insisté là-dessus. Des opportunités d'emploi ne sont pas là. On a des zones où les jeunes nous ont dit, nous travaillons en fait 2 mois dans l'année. Après ces 2 mois, on n'a plus rien à faire. Et ça, c'est pas de nature à nous rassurer. Parce qu'après, on n'a pas l'infrastructure nécessaire tout simplement pour déployer le potentiel que nous avons envie de développer. Et cela rejoint ce que nous avons dit également tout à l'heure, le lien étroit entre tout simplement la gouvernance de manière globale et les questions sécuritaires. Parce que les populations voient l'État dans sa globalité, pas dans une seule dimension. C'est vrai que vous revenez sur la question des femmes, dont on doit renforcer la capacité, même sur la question de la gouvernance sécuritaire, assécher les sources de financement et d'équipement des GOA. Bon, on va dire c'est des groupes armés que nous avons. Et puis, vous parlez de la déradicalisation. Je pense que sous le MPSR 1, c'était un élément clé, parce que pour eux, il fallait que ceux qui ont envie de déposer les armes, on leur crée des facilités qui ne soient pas très stigmatisants, mais qui les permettent de revenir dans la République. En son temps, je me rappelle lorsque le ministre Boli en avait parlé, on dans le commentaire un peu douté, parce qu'on a annoncé des chiffres, des personnes et tout. Est-ce que c'est une dynamique que vous avez pu toucher sur le terrain? Non, nous n'avons pas pu voir de manière concrète le processus de déradicalisation qui était annoncé sur le terrain, mais nous insistons sur 2 choses assez importantes dans ce processus-là. Il ne s'agit pas seulement d'inviter les différents acteurs à déposer les armes et à joindre le public. Ce serait simple si c'était comme ça. Mais il s'agit de créer les mécanismes nécessaires pour que le recrutement ne se poursuive pas au niveau des groupes armés, donc en faisant en sorte que l'État soit suffisamment présent et bien présent, il y a des mécanismes qui peuvent être mis en place dans ce sens-là. Mais la deuxième dimension est que lorsque un certain nombre de combattants de l'autre côté arrivent à déposer les armes, c'est tout un mécanisme à mettre en place. Il ne s'agit pas seulement d'asseoir un centre où on dit qu'on déradicalise, mais c'est de mettre en place un protocole suffisamment solide qui facilite non seulement leur déradicalisation, mais après leur réinsertion dans la société. Parce qu'à ce moment-là, il faut aussi préparer la société à les recevoir.
Il faut aussi préparer ces acteurs-là qui ont été suffisamment isolés et qui ont commis un certain nombre de crimes, finalement, à eux-mêmes se réparer. Et c'est en cela aussi que la question de la santé mentale est importante dans ce processus-là. Et donc pour nous, c'est vraiment un paquet qu'il faut arriver à mettre en place. Des processus identiques ont été faits dans d'autres contextes. Il faut pouvoir en apprendre et nous assurer oui, on doit aller vite, mais on doit aller suffisamment bien parce que c'est très délicat sur cette question-là. Si on n'arrive pas à avoir la bonne approche, le risque de résurgence continue à être très présent et cela n'aide pas forcément. Vous venez sur la question de la prévention, gestion même des crises. Et puis il y a le dernier point, c'est s'assurer que les initiatives communautaires de sécurisation n'érodent pas le monopole, vous le dites, légitime de l'État, de la force légitime de l'État. Est-ce qu'on a l'impression que par moment, il y a d'autres éléments qui se substituent à cette légitimité-là? Oui, parce que lorsque l'État ne marque pas suffisamment sa présence, finalement, un certain nombre d'autres acteurs s'en occupent, finissent par prendre de l'espace. On a constaté, par exemple, au début des initiatives locales de sécurité, comme l'école Ouéro à l'époque, ils l'ont clairement dit, nous sommes nés ou encore nous avons été très présents parce que l'État était absent. L'État n'a pas suffisamment apporté la sécurité et les communautés estimaient que lorsque ces initiatives-là étaient présentes sur le terrain, elles avaient finalement la solution à leurs préoccupations, souvent même mieux que lorsque l'État était là. Et donc cela doit être compris aussi par l'État comme un appel. Ce n'est pas que les populations veulent développer des initiatives locales de sécurité par elles-mêmes. Elles veulent être impliquées dans le processus de sécurisation. Et ça, c'est normal. Chacun doit pouvoir apporter sa contribution. Et l'État doit faciliter les mécanismes qui favorisent la participation de chacun, justement, à ces différentes initiatives-là. Et c'est pourquoi nous avons insisté sur le rôle des jeunes, le rôle également des femmes. Et là, nous avons... Enfin, ce rapport, il est important de la gouvernance sécuritaire, mais il fait partie d'un ensemble de productions déjà faites et qui fait des propositions suffisamment intéressantes pour chacun des acteurs. Et nous pensons qu'il est important de régler effectivement ces questions de participation, mais l'État doit rester celui-là qui détient la force légitime. Et c'est pourquoi nous insistons aussi dans le rapport sur l'importance d'un maillage sécuritaire renforcé, parce qu'aujourd'hui, environ 30% du territoire ne sont pas couverts par les forces de défense de sécurité. Et cela est un problème. Et lorsqu'on parle de couverture, il ne s'agit pas seulement d'avoir de manière sporadique des visites, des patrouilles. Il s'agit d'avoir une présence effective de l'État. Et nous l'avons un peu entendu avec le nouveau chef de l'État qui a insisté sur le fait qu'il est important, oui, d'aller dans des zones, de les sécuriser, mais de faire en sorte que les populations reviennent, que la vie reprenne dans ces zones-là. Et cela implique une présence de l'État dans toute sa dimension, dans les différentes localités de notre territoire. Je sais que le ministère de la Sécurité a été un partenaire dans ce projet-là et donc dans sa réalisation, mais est-ce qu'en définitive, puisque c'est une série de projets que vous menez, est-ce que vous sentez qu'il y a une oreille attentive sur les recommandations que vous faites à chaque fois? Parce que s'il faut faire des travaux, aller donc donner dans le détail les perceptions des populations et que ça n'évolue pas, ça ne vaut pas la peine. Est-ce qu'ils sont vraiment réceptifs? Disons qu'il y a une dynamique qui s'engage au fur et à mesure. Nous avons eu déjà un travail qui a permis, je crois, de renforcer la confiance mutuelle entre les différents acteurs, parce que si nous-mêmes, on ne se fait pas confiance, c'est un domaine suffisamment sensible, ça peut être difficile. Aujourd'hui, la confiance est assez bien établie. Nous avons un partenariat stratégique, on essaie d'avancer. C'est vrai que c'est des dynamiques qui vont très vite, qui sont souvent également très lourdes, mais nous pensons qu'au fur et à mesure, nous allons de l'avant, parce qu'au-delà de ce rapport que nous avons, d'autres initiatives sont en cours avec le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense également, pour voir comment nous accompagner ces acteurs justement à eux-mêmes développer des initiatives concrètes qui permettent d'agir pour contribuer à la paix. Parce qu'après, on doit se dire que la sécurité est un élément de paix, mais la sécurité, si elle est faite juste dans une dynamique de dire il n'y a pas de violence, on n'est pas en train de contribuer efficacement à ce que la confiance revienne. Donc il faut arriver à créer des mécanismes, à avoir une approche suffisamment inclusive. Nous sommes en train de faire ce travail avec eux. Nous espérons que ce qui a commencé va se poursuivre et que nous aurons des résultats suffisamment intéressants par la suite. C'est comme je dis, la consolidation de la paix, c'est un processus. Ce n'est pas, on ne décrète pas. Ça n'arrive pas parce qu'on a décidé que ça arrive maintenant, mais on doit pouvoir mettre en œuvre les initiatives pertinentes qui permettent effectivement que cela soit un accomplissement effectif le moment venu.
Merci bien, Cheikh Faisal Traoré. Merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes le représentant pays de Interpeace. Nous allons poursuivre ce JDS avec cette fois-ci le monde syndical des professeurs, le syndicat national des professeurs d'école SYNAPEC en abrégé, qui a dénoncé hier, à travers un point de presse mené à la Bourse du Travail, certains examens qui ont été lancés pour le ministère en charge de l'Éducation nationale. Il s'agit du certificat d'aptitude professionnelle d'éducateur certifié de la petite enfance et du certificat supérieur d'aptitude pédagogique. Et sur ces différents éléments, il parle d'exclusion et d'un genre donc de discrimination. Le détail nous est donné par Linda Sarah Kaboré. Le syndicat national des professeurs d'école SYNAPEC est convaincu que le ministère en charge de la fonction publique dirige à dessein une injustice contre les enseignants. Le secrétaire général Adama Dabilgou et ses camarades prennent pour exemple l'organisation du certificat d'aptitude professionnelle d'éducation de la petite enfance CAPECP et du certificat supérieur d'aptitude pédagogique CESAP. Des examens professionnels déguisés pour ces enseignants, car soutiennent-ils, ont été lancés sous une forme discriminatoire tout en violant la constitution burkinabé et la loi 081 portant statut de la fonction publique d'État. La France est nécessiteuse partie des travailleurs ne pouvaient pas prendre part à ces examens professionnels à cause de la condition d'âge. Pourtant, les instituteurs principaux et les conseillers pédagogiques itinérants, malgré la période moratoire qui leur fut accordée, ont pu prendre part à des concours spéciaux à l'âge de 55 ans et cette année à l'âge de 57 ans. Pour défendre les intérêts moraux et matériels des enseignants, le SYNAPEC annonce qu'il avait formulé un recours judiciaire le 2 septembre dernier. En attendant le jugement de l'affaire, ils interpellent les nouvelles autorités et demandent purement et simplement la levée de cette limite d'âge. Dans le ministère de la Santé, nous avons vu cette année même des examens professionnels sans condition d'âge. Paradoxalement, curieusement et cruellement, pour les instituteurs certifiés et les éducateurs de la petite enfance, composés à l'âge de 48 ans, constitue une atteinte grave à la loi. Et l'on s'interroge. Il s'agit de quelle loi? Et pourquoi cette loi ne s'applique qu'à nous les faibles? Adama Dabilgou a rappelé que plusieurs enseignants ont déjà passé le certificat supérieur d'aptitude pédagogique, mais à l'époque, l'examen était dénommé CAP. Nous avons déjà passé cet examen par une phase écrite, ensuite la phase pratique à une commission qui est venue valider notre certificat, raison pour laquelle on nous appelait des instituteurs certifiés. Et comme les appellations ont changé, on nous appelle maintenant des professeurs. Le fait de nous appeler professeurs, on dit que nous ne sommes plus certifiés. Et on se pose la question, comment un terme peut dévaloriser la valeur d'un certificat? Le SYNAPEC invite ses militants à poursuivre le mot d'ordre de sit-in lancé le 11 octobre et ce jusqu'au 11 novembre prochain. Si jusqu'à cette date rien n'est fait, le syndicat compte accélérer le moteur, a déclaré le secrétaire général Adama Dabilgou. Nous passons à présent à la partie économie de ce JDS. Le Burkina va bientôt entamer donc 2022 la 3e édition d'un mois dédié à la consommation des produits locaux. C'est le mois d'octobre 2022 et il est retenu pour celui du consommation local, une célébration donc du Made in Burkina Faso. Cela vise, il faut le rappeler, à contribuer à un éveil de conscience de la population sur la nécessité de réduire la dépendance vis-à-vis de l'étranger en termes donc d'approvisionnement en produits de grande consommation. C'est également aussi le mois privilégié
lieu pour promouvoir le développement endogène. L'activité, on le sait, elle est pilotée et portée par le ministère du Développement industriel, du Commerce. Nous sommes d'ailleurs avec Seydou Ilboudou, directeur général du Commerce, et nous sommes aussi avec David Nana pour cette page et ces questions ô combien intéressantes. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Monsieur Vara. C'est un plaisir de vous recevoir, Monsieur Ilboudou. Bonsoir aussi David Nana. Bonsoir Monsieur Vara, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, consommons burkinabé. Nous sommes de plein pied. J'ai dit c'est quoi, troisième édition? La troisième édition, à quoi il faut s'attendre? Oui, merci bien. Je voudrais d'abord remercier les autorités du ministère en charge du commerce qui a bien voulu que nous soyons sur ce plateau pour partager avec vous les actions et les initiatives que nous menons dans le cadre du mot d'ordre consommons burkinabé. Et que peut-on entendre par consommons burkinabé? Il faut dire que le consommons burkinabé ne date pas d'aujourd'hui. Et depuis les années 60, on parlait déjà de consommons local. On était en autre Volta déjà. Et vous avez remarqué que nous avons connu la création de plusieurs unités industrielles. On était plus industrialisé qu'aujourd'hui avec la création de plusieurs industries, que ce soit dans le domaine du coton, dans le domaine des produits manufacturiers, dans le problème des boissons, ainsi de suite. Et on avait déjà commencé à voir que c'est pas la production locale, la transformation locale qu'on pouvait bien sûr soutenir l'économie nationale. Et cet élan s'est bien exacerbé et s'est accru avec l'avènement de la Révolution en 1983, où il y avait la promotion du consommons burkinabé et il y avait le slogan qui disait que consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Donc c'était au-delà du slogan et en réalité c'était une façon pour nous de prendre en main notre développement endogène en produisant plus, mais en transformant nos produits locaux, car c'est en cela qu'on crée plus de valeur ajoutée, on crée des emplois, mais aussi à côté, il y a les impôts aussi qui sont prélevés parce qu'il y a la création des emplois, la création des unités de transformation locale. Donc d'où est allée effectivement la question du consommons burkinabé. Donc il faut dire, pour nous remettre un peu dans le temps, il faut dire que depuis 2016, avec l'adoption au sein du gouvernement de la politique sectorielle commerce et services marchands, qui définissait la politique du développement du commerce de 2016 à 2025, il y a une action prioritaire qui a été prise, qui est le mot d'ordre consommons burkinabé. Et ce mot d'ordre consommons burkinabé visait d'abord les structures publiques de l'État. Et dès 2017, il y a eu 2 textes qui ont été pris pour encourager d'abord la consommation des produits locaux par les structures publiques et ensuite à travers une circulaire. Et le deuxième texte, c'est un arrêté qui arrête, au début c'était un arrêté de 2017 de 10 produits qui a été modifié en 2020 pour aller à 25 produits locaux qui oblige les structures publiques, c'est-à-dire les administrations publiques, à prioriser dans leurs commandes publiques les achats institutionnels de produits locaux. D'accord. Donc voici ce que je puis dire déjà, ce que nous avons fait dans le cadre du ministère et en termes de promotion des produits locaux. David Anna, une question? Oui, la question peut-être c'est pour plus savoir davantage. Est-ce que, parce que chaque année, lorsqu'on commémore ce mois-là, c'est toujours le mois d'octobre. Est-ce qu'il y a une signification particulière à ce que ce soit le mois d'octobre ou bien le mois a été choisi de façon fortuite? Alors, merci. Je vais dire d'abord que nous avions commencé le processus depuis. Je vous ai dit, depuis les années 60, ensuite la Révolution et en 2016. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans le processus de consommation local. Mais pourquoi le mois d'octobre? C'est simplement parce que l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à travers les ministres en charge du commerce, en 2019, lors de leur réunion annuelle
ministériel, d'ailleurs tenu à Ouagadougou en octobre 2019, que les ministres ont décidé à l'unanimité d'instaurer le mois d'octobre comme mois du consommé local dans l'espace UEMOA en 2019. D'accord. Et c'est à partir de 2020 que la première édition a été lancée dans les 8 États de l'Afrique de l'Ouest, je dis de l'UEMOA, dans les 7 États plus le Burkina, les 8 États. Donc nous sommes à notre 3e édition et cette édition se déroule dans les 8 États dans le mois d'octobre. Mais je puis bien croire au-delà effectivement de la réunion des ministres tenue en octobre 2019 que le mois a été voulu parce que nous sommes en fin de saison des pluies. Le mois d'octobre, nous sommes en fin de saison pour la plupart des pays de l'UEMOA. Donc nous sommes en période de récolte des semis et de tout ce qui est comme céréales, vivrières ou céréales. Donc le mois d'octobre qui est aussi vu dans d'autres contextes, je dirais, culturels, comme le mois d'abondance, le mois où dans certains villages il y a même des journées de réjouissance parce que c'est la récolte, on aura des vivres, et aussi au niveau national on peut constater que le mois d'octobre les prix deviennent un peu normaux parce que il y a assez, et donc il y a en tout cas on constate sur les marchés que les prix sont beaucoup plus abordables parce que les récoltes sont là, on a des produits. Donc c'est tout à fait logique que le mois d'octobre soit choisi effectivement dans les 8 États pour qu'il soit le mois d'octobre, mois du consommant local. Mais plus spécifiquement pour ce qui est du Burkina, c'est vrai que tout à l'heure vous rappeliez les quelques mesures que vous avez eu à prendre. Au fil du temps, élargir un peu l'assiette pour ce qui est même au niveau de la commande publique, pour qu'il y ait un genre une façon de booster un peu les commandes et tout. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est fait pour que les consommateurs soient beaucoup plus enclins à consommer ce que nous produisons? Alors, merci bien. Déjà, il faudra que je donne des chiffres. Depuis 2017, depuis la prise des mesures par le gouvernement, il faut dire que la commande publique de 2017 à 2022 représente 450 milliards de francs CFA. Et rien que pour le premier semestre 2022, puisque nous rendons des rapports semestriels à son Excellence le Premier ministre tous les 6 mois. Donc le premier rapport semestriel, nous sommes à 27 milliards de francs CFA qui représentent la commande publique faite par les administrations publiques, surtout de l'État, c'est-à-dire les départements ministériels et ainsi de suite. Donc au-delà, déjà on peut dire que le bilan est très positif parce que ces 5 dernières années, nous sommes à 450 milliards comme commande publique des structures étatiques au profit des transformateurs, des producteurs et des unités de transformation des PME. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'aller au-delà effectivement du mot d'ordre consommant burkinabé, qui est une action prioritaire du gouvernement, en mettant en place beaucoup plus une action pérenne. Qui va au-delà du mot d'ordre consommant burkinabé, qui concerne que les départements ministériels et les structures étatiques, en prenant en compte bien sûr l'ensemble de la population, et nous avons le mode opératoire pour effectivement faire passer ce concept de consommant local. Donc nous avions mis en place un projet, un mini-projet, si vous voulez, une initiative que nous avions dénommée l'initiative consommant local, qui intègre un peu les activités du mois du consommant local, qui en réalité se fait pendant 1 mois, mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'assoit ou est-ce que... Donc nous avons décidé de continuer les activités de la promotion des produits locaux au-delà du mois du consommant local, mais au-delà aussi des structures publiques de l'État. Donc nous avions pour objectif principal dans le cadre de l'initiative du consommant local d'accroître la consommation des produits locaux aux populations. Et cela passe par quoi? Nous avions mobilisé plus de 300
responsables de centres commerciaux et alimentation dans les villes de Ouagadougou, de Bobo et de Koudougou pour la première phase de l'initiative consommant local. D'accord. Allez-y. Moi, la question que j'aimerais bien savoir, c'est vrai, on a cette volonté-là de consommer les produits faits par les Burkinabés, mais aussi, après, il y a la position du consommateur qu'on a, il y a un arbitrage qu'il faut faire, il y a la rationalité qui s'impose au consommateur. Alors, on veut bien consommer parfois certains produits dits locaux, mais en face, on a la réalité du prix, des produits qui viennent d'ailleurs, qui sont moins chers. Donc, malgré la volonté, parfois, on est obligé de faire l'arbitrage de partir vers les produits moins chers. À ce niveau, qu'est-ce que l'État fait pour peut-être encourager cette consommation locale? Oui, l'État fait beaucoup d'efforts pour accompagner les entreprises locales à améliorer leur compétitivité. Je pense que c'est ce qu'il s'agit. Et la compétitivité, qui dit compétitivité, voit deux aspects. C'est la compétitivité qualité des produits, mais aussi la compétitivité coût, c'est-à-dire qui touche les prix. Mais quand vous regardez, je prends des exemples sans faire de la publicité pour certains produits. Quand vous prenez le riz importé et le riz local de 25 kilos, vous verrez qu'ils ont pratiquement les mêmes prix. Quand vous prenez les jus importés et nos jus transportés par nos unités, nos sociétés locales, vous verrez que nos jus sont moins chers par rapport à certains jus. Et quand vous partez même dans les centres commerciaux, vous constaterez que nos populations consomment beaucoup plus les jus locaux, que ce soit artisanalement fait ou que ce soit industriellement fait. Nos populations consomment plus de jus produits au niveau national que les jus importés. C'est vrai que si on considère certains produits... J'espère que vous avez les chiffres, parce que là, c'est discutable aussi. Bon, moi j'ai fait le constat, j'ai fait le tour, je travaille beaucoup avec les supermarchés, les alimentations, et nous voyons comment le comportement du consommateur sur le terrain. C'est vrai que si on l'étend à certains produits, on peut effectivement constater que certains produits, par exemple du textile, le textile produit au Burkina, localement, est parfois un peu plus cher que le textile importé. Mais je pense que le gouvernement, à travers bien sûr le ministère du Commerce, est en train de prendre des mesures pour mettre en place plus de filatures, plus d'unités de transformation de textile, de sorte que nous puissions d'abord disponibiliser ces tissus-là moins chers. Donc il y a tout un programme qui est en cours et qui est en train d'être implémenté. Donc dans le domaine du textile, effectivement, nous constatons que par moment, ce qui est importé est beaucoup moins cher par rapport aux produits locaux. Mais quand vous prenez, je vous dis, les produits agroalimentaires, je pense que sur ces questions, on est beaucoup plus compétitif. On est beaucoup plus compétitif sur pas mal de produits agroalimentaires. On y reviendra si vous voulez. D'accord, c'est vrai que on a la réalité de la promotion que nous voulons. Maintenant, il y a le contexte aussi. Et puis ce dans quoi nous allons avec des regroupements, sur nos marchés commerciaux que nous ouvrons. Parce que c'est ensemble qu'on grandit. Et donc, on parle tous de SDECAF, zone de libre-échange et tout. Mais ça va aussi avec l'ouverture à une concurrence. Bien sûr. Tout à l'heure, on abordait un peu cette question-là, des MIMO. Mais comment on fait pour promouvoir le consommation local, le protéger pendant qu'on ouvre? Merci bien. Pour revenir sur la zone de libre-échange continentale, il faut dire que c'est une initiative régionale d'intégration continentale africaine qui concerne les 55 États de l'Afrique. Donc, je ne vois pas bien le Burkina seul ne pas s'engager dans ce grand marché de 1,3 milliard d'habitants qui, pour nous, constitue une opportunité à exporter, bien sûr, nos produits transformés, et nos produits locaux, mais aussi à bénéficier du régime préférentiel Made in Africa. Parce que si nous voulons transformer certains produits,
on aura besoin de certaines matières premières. Et sans la ZLECAf, si nous importons des matières premières qui doivent rentrer dans la production de certains produits, et nous allons payer les droits de douane. Mais avec la ZLECAf, il n'y a plus de droits de douane pour les matières premières qui rentrent dans notre qui rentrent dans la fabrication ou la transformation de certains produits. Donc, vous comprendrez bien que nous allons recevoir des matières premières moins chères pour produire des produits et qui relativement reviendra, le coût de revient de ces produits reviendront relativement moins cher. Mais je vous dis que nous sommes allés au-delà. Il y a des études qui montrent et nous, au sein du ministère, nous avions commandité une étude qui a été faite par un groupe de travail avec des experts venant de plusieurs départements, dont le département en charge de l'économie, commerce, agriculture, et ainsi de suite, et le secteur privé aussi qui est des membres. Il ressort qu'avec la mise en place de la ZLECAf, le PIB du Burkina va s'accroître de 1% à l'horizon 2040. En déficit, ça devient plus positif. Ça devient positif. Et les exportations vont accroître de l'ordre à l'option pessimiste de 8%. Et quand on fait les chiffres, on a autour de 430 milliards au bout de 20 ans de mise en œuvre, et ce qui représente autour de 23 milliards par an comme recette d'exportation que nous allons devoir engranger avec la mise en œuvre de la ZLECAf. Ce qui n'est pas le cas pour l'ensemble des 55 États. D'accord. Donc, c'est pour dire que le Burkina aura son mot à dire et il y a des produits qui vont mieux se comporter. Et on peut citer par exemple le textile vêtement qui va mieux se comporter. On connaîtra un accroissement de la demande africaine de textile vêtements pour le Burkina de 50%. On a aussi par exemple la viande, tout ce qui est viande et produits laitiers, on connaîtra un accroissement de 20%. Et il y a certains produits comme les oléagineux qui connaîtront aussi une demande accrue sur le continent, notamment le sésame, l'anacarde et le karité. Donc pour nous, c'est une opportunité pour nos petites et moyennes entreprises, nos unités de transformation, de pouvoir conquérir le marché et de pouvoir faire des affaires. David, une dernière question. D'accord, parce qu'en même temps, quand on ouvre le marché, ça veut dire qu'on est aussi prêt à faire face à une certaine concurrence. Déjà, la question, je vous la posais, les produits au niveau local font face à une certaine concurrence des produits extérieurs. Une fois dans la zone de libre-échange, cela voudrait dire que les produits que nous fabriquons de façon locale, d'autres pays pourront venir nous les proposer. Alors, je veux dire, quel est le mécanisme qui est mis en marche pour pouvoir booster nos entreprises, parce que là, comme vous l'avez dit, il s'agit de compétitivité. Et si déjà, sans la zone, on fait face à des produits qui sont concurrents, je veux dire, quel est le mécanisme qui sera mis en place pour permettre à ces entreprises de faire face à cette nouvelle concurrence-là? Oui, je pense que j'ai bien répondu à cette question en disant que lorsqu'on a mené les études, on regarde là où nos produits peuvent être plus compétitifs et sur quel marché et quel type de produits. Et je vous ai énuméré les produits oléagineux, c'est-à-dire tout ce qui est huile, sésame, produits transformés, que ce soit dans le karité ou l'anacarde. Nous allons mieux vendre ces produits. Et j'ai parlé de textiles, vêtements, habillement, où nous allons mieux vendre ces produits. Donc c'est dire que malgré la concurrence, nous allons mieux nous porter sur ces segments-là. D'accord. Merci bien, M. Cyril Blou. Je rappelle que vous êtes directeur général du commerce. Et puis, on va suivre aussi comment se comporte ce mois-là. Vous dites que ça va au-delà, parce qu'on ne va pas s'arrêter seulement qu'à la promotion du consommant burkinabé pour un mois. Ça doit être, on va dire, un comportement qui entre dans les choix des burkinabés. Et on va suivre comment est-ce que cela est donc partagé et puis comment est-ce que les burkinabés adhèrent petit à petit à cela. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau. Ça a été un vrai plaisir. Merci. En tout cas, nous vous invitons à vous joindre à nous pour les différentes activités de promotion. Et merci encore pour l'invitation. On a été là, on est là et on sera là. Merci. Merci bien, David Nana. Merci bien. Voilà. On va poursuivre ce JDS, Journal du dimanche soir, avec la dernière rubrique, c'est la partie sport.
Nous l'annoncions en titre, cette triste nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Noufou Ouedraogo, décédé donc ce 23 octobre 2022. L'octogénaire s'en est allé suite d'une maladie. Il était connu dans le milieu sportif et politique burkinabé. Noufou Ouedraogo a été président, il faut le rappeler, de l'association sportive du Faso Yenega, de l'Union nationale des supporters des étalons. Il a également été l'une des figures de proue de la création du centre de formation Nabakango de Waiguia. Il a été aussi, quoi qu'on dise, homme politique. Il a été député RDA. Je vous propose justement quelques réactions, ceux du monde sportif, et c'est maintenant. Si aujourd'hui notre football est à ce niveau, nous le devons aussi en partie au papa Noufou Ouedraogo. Parce que je me rappelle encore, comme vous savez, en 92, quand il y a la Coupe d'Afrique ici au Burkina, il a beaucoup contribué à unir les supporters. Et ensuite, en 2013, en Afrique du Sud, c'est l'élément même, j'allais dire, qui a fait en sorte que nous puissions arriver en finale. Parce qu'il est parvenu à unir tous les supporters. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le niveau du football burkinabé, nous devons beaucoup au papa Noufou Ouedraogo. Et je crois que le Burkina a perdu un grand homme et un grand bâtisseur du sport burkinabé. Un grand Boba est tombé. En tout cas, c'est quelqu'un, il a tout fait pour le football. Il a consacré sa vie au football. Et il a été d'abord le président des supporters de l'Asfa Yenega. Après, il a été le président de l'INCE. Il est président d'honneur de l'Union nationale des supporters des talents. C'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie au sport, au football en particulier. Il a tout fait jusqu'à un certain moment, il a eu des problèmes au niveau de son travail. Dieu faisant bien les choses, en tout cas il s'est ressaisi, en tout cas ça va. En tout cas c'est une énorme perte pour le monde du sport. Lorsque j'avais appris qu'il était malade et évacué au Togo, je m'étais déplacé à Lomé pour aller lui rendre visite. Et nous avons vraiment eu des moments d'échange toujours joyeux avec Papa Noufou. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Je peux dire qu'aujourd'hui, le football a besoin des mécènes comme Noufou Ouedraogo. Et aujourd'hui, avec les nouveaux textes qui régissent les associations sportives, il faut que le privé burkinabé comprenne qu'on peut investir dans le sport et avoir un retour. Un très grand passionné, un homme avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Il a été de tous les combats de l'Asfa Yenega depuis que nous avons restructuré le club dans les années 80 pour faire cette grande équipe d'Asfa Yenega. Il nous a conduits vers de grandes victoires au plan national et au plan international. Et il a été celui qui a permis au niveau de l'UNCE de mobiliser les supporters pour en faire vraiment un 12e homme. Parce qu'avant Noufou, il faut honnête et puis de reconnaître, il n'y avait pas une organisation qui fédérait les supporters. Et le plus grand souvenir que je garde de lui, c'est dans tous ces stades, un peu dans le monde, Brazzaville, Casablanca, Abidjan, Afrique du Sud. Et il va rester éternellement dans le football. Des réactions donc suite au décès de Noufou Ouedraogo. Nous sommes rejoints par Claude Lombard, journaliste sportif. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy Avard. Grande perte, on dira, pour le sport burkinabé, africain on dira même. Oui, grosse perte en tout cas pour le sport en général. Il faut dire que Noufou Ouedraogo, c'est quelqu'un qui vivait sa passion. Je pense que dans les différents témoignages, vous avez pu le comprendre, hein, il s'est tellement investi pour le sport jusqu'à se ruiner à un moment donné pour dire que l'homme vivait véritablement sa passion. Il a été de ceux des dirigeants qui ont permis de donner des motos à des joueurs et qui ne ménageaient aucun effort pour soutenir donc sa passion. Hein. Et il a même dit, il a connu, grâce au football, il a connu des grands dirigeants comme Saint-Plus de Messé Zinsou parce qu'il était à Abidjan. Il a connu Roger Oye, il a été décoré par la Confédération africaine donc de football. Et puis il faut également aussi dire, hein, c'était quelqu'un qui n'avait pas sa langue aussi dans sa poche, on a compris un peu. Et il a même dit, avant donc de tirer sa révérence, il demandait pardon à Adrissa Malo Saboteur, parce qu'on le sait, il a dit j'étais de ceux qui étaient donc qui avaient la première qualification du Burkina Faso à la CAN. On sait comment ça s'est passé du côté donc de l'Afrique du Sud, et il a été de ceux qui ont été du combat pour renvoyer
Malo, Drissa Malo Saboteur, qui a été donc viré de l'encadrement technique des étalons. Et même on est reparti en 2013 à la CAN. Il a insisté pour demander pardon à Drissa Malo Saboteur, comme quoi donc c'est de retour en Afrique du Sud qu'ils ont scellé la paix et les étalons sont arrivés en finale donc de cette CAN là. Voilà un peu, et il croit beaucoup au WAC, il a même dit il ne le cache pas. Donc voilà un peu l'homme qui parlait tout le temps de cette commission. Qui parlait de cette commission WAC et tout. Et puis voilà, il reste quand même un grand homme donc du football burkinabé et africain. Et je pense que voilà, et même il a même eu un partenariat avec Silvio Berlusconi. C'est pour dire que l'homme vivait sa passion. Il a connu des grands dirigeants. Hein. Si vous avez vu Silvio Berlusconi, voilà, Simpli de Messezinso, Issa Hayatou, voilà, donc Idi Amel, tout ça, tout ce grand gotha du football africain connaissait l'homme qui était dans l'alphabet, c'est vrai, un autodidacte comme on dit, mais qui aimait beaucoup le sport. Et que, donc c'est pour dire que grâce à sa passion, il a permis de connaître, il a connu de grands dirigeants, dont lui également aussi un grand dirigeant de la Soyenenga. Moi je pense que c'est une grosse perte. Je pense que son âme repose en paix. Et que voilà, son rêve s'est pas réalisé, c'était de voir donc les étalons remporter la CAN. Il avait dit, malheureusement, ça ne s'est pas réalisé de son vivant, mais je pense que les étalons, pour faire honneur donc à l'homme, devraient donc pourquoi pas la prochaine CAN revenir avec la coupe. Voilà. D'accord. Vous le disiez, hein, il était à la tête de l'ASFA Yenega, l'ASFA qui a eu à croiser les crampons ce soir aussi avec les faux. On a le résumé de la rencontre et c'est maintenant. Un nul aux allures de victoire pour l'étoile filante de Ouagadougou dans le derby des barons de notre football. Largement dominé en première période, les étoilés ne doivent leur salut qu'à un coup franc de Landry Banadi à la 88e. Passé la minute de silence en mémoire de l'ancien président de l'ASFA Yenenga, la vieille dame met le pied sur la balle et accule l'étoile. Cheikh Ouedraogo revient sur son mauvais pied de droit et voit son enroulé recouché sur la transversale. Les faux qui sent l'odeur du souffle ne réagit que timidement avec des actions exécutées sans grande conviction. Intenable dans sa zone technique, Mousso Ouedraogo voit son équipe obtenir un pénalty à la 34e sur une faute peu évidente. Chargé du coup de pied de réparation, Abouaka Kougendiga ne tremble pas. 1-0 en faveur des jaunes et verts qui peuvent regagner les vestiaires au chaud. De retour de la période d'oxygénation, les premières banderilles sont encore allumées par les Aswasiens. Mais quand ce n'est pas le portier Salifou Koulibaly qui se montre vigilant, c'est la transversale qui sauve la reine des stades. Mieux dans la partie dans ce second acte, les faux poussent et obtient un coup franc à l'entrée de la surface à la 88e. Landry Banadi se charge de frapper. Une magnifique réalisation qui vaut à l'effort d'arracher le point du nul dans une partie pourtant mal embarquée. Un bon point de prix pour Lassina Sawadogo, le coach de l'EFO. Moi je suis positif, c'est un bon point. Un point face à un rival légendaire. C'est bon, on a été longtemps mené au score. On a pu retrouver les ressources nécessaires pour revenir au score. Je félicite mes joueurs. C'est un point positif à prendre. Dominateur dans les débats, l'ASFA Yenenga est même passé tout près de la défaite, mais la tête décroisée d'Aziz Kadiba rase la ligne de but d'Ibrahim Sarri. Pour Mousso Ouedraogo, il y a de quoi nourrir des regrets. Je pense que la première mi-temps, on a su contenir le sujet. Et la deuxième mi-temps, les consignes, on est monté, on n'est pas resté dans la même logique que la première mi-temps. Et les 15 premières minutes, on a joué. Les autres minutes qui suivent, après ça, on a reculé. Alors que dans le plan de jeu, c'était un bloc qui est soit médian, soit haut. Et donc, je pense qu'on ne fait qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Au terme d'une partie des niveaux proches de leur statut, les faux et l'ASFA Yenenga auront rendu un vibrant hommage à Noufou Ouedraogo avec un standing ovation à la 81e, comme pour marquer l'âge de l'emblématique président de l'ASFA Yenenga, disparu ce jour même. L'ASFA qui coupe la poire en deux avec le faux, un but partout, standing ovation à la 81e minute. Bien mérité en tout cas. Parce qu'il avait 81 ans, c'est à cet âge-là qu'il est parti. Bien mérité, vous dites. Tout à fait, je pense que c'était exceptionnel. Hein. On n'a jamais vu ça dans un stade au Burkina Faso. Et ça a été fait. Je pense aussi que c'est à l'honneur de la Ligue régionale de football et c'est à l'honneur aussi de la Ligue de football professionnel. Je pense que l'organisation était parfaitement réussie. Ça aussi, il faut le souligner. D'accord. Vous aimez nous partager une information. Ça a coûté combien ça? On a engrangé combien pour ce match-là?
Bon, les recettes, pour ce qu'on a pu avoir, ça monte à 1 821 300 francs pour 3 472 tickets vendus. Bon, ça fait un peu grincer les dents parce que, bon, on a vu le stade était assez, je ne dirais pas plein, mais on pouvait estimer facilement le public entre 5 000 et 6 000 spectateurs. Donc, c'est dit que près de la moitié n'a peut-être pas payé les tickets, ou en tout cas, voilà. C'est un peu ça qui dérange, parce que bon, quand il y a des recettes aussi, il va falloir que les équipes aussi puissent en profiter. Maintenant, si vous me demandez la quote-part de chaque équipe dans ces 1 821 300 francs, ben, je pense que je ne l'ai pas. Je ne sais pas si on a révisé donc cette grille de partage là, parce que bon, on l'avait décrit ici. Je ne sais pas si la grande partie part pour les clubs ou pas. Dans tous les cas, il faut dire que les clubs n'engrangeront pas grand-chose par rapport à cela, et c'est ce qui est vraiment dommage. Je pense qu'il faut décrier cela, il faut dénoncer avec la dernière énergie, et puis également aussi dire aux organisateurs d'être un peu vigilants aussi sur les entrées au stade, parce que bon, s'il y a plus de 3000, si on peut estimer les spectateurs à près de 6000 et que bon, il n'y a que 3000 qui payent, je pense que là aussi ça pose problème. C'est clair. Et voilà. Ça y va aussi de la viabilité de nos sports, parce que derrière, je dis toujours, il y a la question business et il y a des équipes qui vont entretenir. Il y a aussi, quoi qu'on dise, une organisation qui a besoin d'argent. Donc tout derrière, il faut qu'on paie pour venir regarder. Tout à fait. Ça, c'est une réalité. Voilà. Claude, vous allez partager quelques chiffres. Bien avant, on va se permettre de regarder AS Douanes, AS Sonabel, et puis on revient. Donc AS Douanes, AS Sonabel. Douane continue de confirmer sa meilleure forme dans le championnat national. Face à l'AS Sonabel en cette 6e journée, elle n'a pas eu besoin d'assez de temps pour ouvrir la marque. À 2 minutes de jeu, le centre de Ibé Michael, dévié par Michel Batiebo, termine dans les filets. L'AS Douane mène 1-0. Les électriciens à la suite ripostent grâce à cette frappe, mais Mohamed Zegué s'interpose pour sauver sa cage. En seconde période, l'AS Sonabel se crée la première occasion. Confiant, on se permet de tenter un lob, mais bien suivi par Zegué. Clément Pitropa, entré en seconde période tout seul devant le portier adverse, manque son dernier geste. Les douaniers assiègent le camp des électriciens et multiplient les offensives. Sur ce centre à la 92e minute de Valentin Nouma, Clément Pitropa d'une tête plongeante marque le deuxième but. Un but qui a suscité beaucoup de polémiques, n'ayant pas franchi la ligne correctement, et l'absence de goal line technologie. L'AS Douane remporte donc le gain du match au coup de sifflet final. Avec cette victoire, il totalise 16 points et consolide davantage son rang de premier. Déjà, il faut s'en féliciter parce que c'est un championnat où il faut engranger des points à chaque match. Alors cet objectif est atteint. Même si on a eu des difficultés parce qu'on a été face à une très belle équipe de l'AS Sonabel qui a joué crânement ses chances. Bon, mais quand vous regardez de très près le contenu du match, en première mi-temps, l'équipe adverse a eu la possession du ballon, ça il faut le reconnaître, mais les meilleures opportunités, c'est nous qui les avons créées. Alors c'est ça aussi le football, et savoir gagner même dans la difficulté, et c'est ça aussi la marque d'une équipe expérimentée. Du côté de l'AS Sonabel, le coach ne s'en revient pas. Pour lui, son équipe a mieux déroulé le ballon. D'abord, le football est injuste et cruel. Voilà, c'est pas le meilleur qui a gagné. Mais je perds, comme je l'ai dit en conférence de presse, contre le meilleur entraîneur en activité dans le Faso-Foot. Voilà. Je dois rougir parce que je devais sortir au moins avec le point du nul. Mais je perds face à qui? À un dinosaure. Mais c'est pas grave. Vous avez tous été témoins du jeu que nous avons développé. Voilà. Maintenant, je répète, le football est cruel. L'AS Sonabel, après cette journée, totalise 5 points, soit une victoire, 2 matchs nuls et 3 défaites. L'AS Douane qui s'impose donc, le football est cruel, c'est ce qu'il dit l'entraîneur de l'AS Sonabel. Mais réaliste également, il faut dire que l'AS Douane aujourd'hui est cette mastodonte du football burkinabé qui écrase tout sur son passage. Et donc logiquement l'AS Douane est en tête donc, de ce Faso-Foot là avec 13 points je crois, ou en tout cas avec 16 points maintenant. L'AS Douane avec 16 points, il faut le dire. On va donner quelques résultats donc, de cette 6e journée du Faso-Foot. C'est Salitas grâce à donc Vidal
au retour de Vidal, Ouedraogo est le revenant, donc qui permet au Colombe de Ouagadougou 2000 de s'imposer face au Real du Faso 1-0. Royal FC a chuté donc à domicile contre le Raimo 1-0. L'Asfa et le Fou, on l'a vu, se sont neutralisés 1-0 au terme d'un match totalement insipide entre la SEC, la police et la SEC de Koudougou. Et puis le RCB a chuté face à Vitesse FC 2-1. On a vu l'AS Douane qui a pris le meilleur sur l'AS Sonabel 2-0. Et donc c'est l'AS Douane qui est en tête du Faso Foot avec 16 points. Suivi de Vitesse qui a 11 points et Salitas qui est 3e de ce Faso Foot avec 10 points. Et Claude Romba, c'est vrai que je ne vous avais pas ce dimanche dernier. Oui, tout à fait. Voilà, parce que c'était pour terminer. Depuis là, c'est Karim Benzema qui a eu le ballon d'or. Oui, c'est le ballon d'or le plus mérité. Il faut dire que ça n'a pas fait de polémique. Le moins controversé. Le moins controversé en tout cas. Je pense que tout le monde est resté unanime sur la forme éblouissante de Karim Benzema tout au long de l'année. Je pense que ça ne fait aucun doute. L'attaquant du Real Madrid a survolé, a surclassé tous ses partenaires et adversaires également sur l'échiquier, je dirais même européen et international, parce qu'il a été performant à tous les niveaux. Il a permis à son équipe de remporter donc la Liga et de remporter la Ligue des Champions. Je pense que Karim Benzema, c'est tout simplement mérité. Il a même convaincu le Barcelonais que tu es. Tout à fait, il a même convaincu le Barcelonais que je suis. Et je pense qu'après Raymond Kopa, Michel Platini et Jean-Pierre Papin, la France a eu un autre ballon d'or. Ça datait quand même. Et c'est bravo pour Karim Benzema qui est également africain, il faut le dire. On ne peut pas parler aussi de la deuxième place quand même de Sadio Mané. Tout à fait, Sadio Mané, je pense qu'aujourd'hui c'est une belle revanche pour le Sénégalais qui véritablement a été au firmament avec son équipe nationale, les Lions de la Teranga, qui l'a conduit au sacre suprême à la CAN, et puis également aussi avec Liverpool. Véritablement, il était présent aujourd'hui. Ça se voit que Liverpool souffre de l'absence donc de son Sénégalais, mais évidemment aujourd'hui il se trouve récompensé, propulsé à la deuxième place. Je pense que c'est également honneur à l'Afrique qui prend les 2 premières places donc de la place des meilleurs footballeurs du monde entier. Je pense que c'est mérité pour l'Afrique. Vive l'Afrique, on peut le dire. En attendant donc la Coupe du Monde qui tend ses bras le 20 novembre prochain, on verra bien. Et puis avec les équipes africaines engagées également, non seulement avec Sadio Mané, mais également aussi avec les autres pays qui y sont. On espère que l'Afrique, cette fois-ci, va monter en puissance et pourquoi pas franchir le rideau de verre qu'on a. Le dernier carré de cette Coupe du Monde, on l'espère bien. Évidemment. Encore félicitations à ces fils du continent. Merci bien Claude Romba. Merci à vous également d'être passé pour ce JDS dans cette partie sport. C'est terminé aussi pour ce journal du dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. On va se retrouver le dimanche prochain pour un autre JDS, journal du dimanche au soir, pour aborder d'autres actualités. Et d'ici là, portons-nous bien.